Le handicap n'est pas contagieux, l'ignorance, oui. Et on parle pas du tout de ça ici. L'ascenseur est souvent bloqué. Un ascenseur bloqué? Bon, c'est une légende, je suis sûr. Bienvenue à toi, Antoine, dans Prends ta place. Prends ta place. Merci pour l'invitation. Cher Antoine, tu es créateur de contenu, tu as presque 50 000 personnes, tous réseaux confondus, qui te suivent autour de l'inclusion, mais surtout des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Tu t'es réveillé un bon matin en te disant « Ah, il manque quand même quelques informations pour aider des gens comme moi, qui ont parfois pas toutes les informations pour trouver leur place, n'est-ce pas ?» C'est exactement ça, tu as tout bien résumé. C'est le combat de ta vie, ton engagement. Pause avant de jouer avec Antoine Kéraudy, j'aimerais te parler de la SEPH. La SEPH, c'est la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et devine quoi, l'Opco Atlas m'a dit « Anthony, sur ta chaîne, on aimerait parler d'alternance et de situation de handicap. » Car oui, dans beaucoup de filières, ça peut être le numérique, le conseil, l'ingénierie ou encore l'événementiel, beaucoup de gens s'autocensurent et ne vont pas vers l'alternance dans ce domaine. Alors à toi qui m'écoutes, je vais te rappeler quelques règles du jeu. L'alternance est ouverte dès 16 ans, en contrat pro ou d'apprentissage. Et surtout, pour les personnes en situation de handicap, il n'y a pas de limite d'âge pour un contrat d'alternance, on ne le sait pas toujours. Peu importe ton âge, ton niveau de compétences ou tes singularités, je t'invite à te rendre sur un site qui s'appelle concepteurdavenir.fr. Il y a plein de fiches pratiques, conseils, astuces pour t'orienter vers des nouveaux métiers et surtout trouver peut-être ton alternance demain. Parce que tu le sais à présent, mais l'alternance, c'est là où tout est possible pour tous. On reprend l'interview. Ravi de jouer à Prends ta place avec toi. C'est toi qui ouvre le bal, tu tires le dé quand tu veux. Merci beaucoup. Allez. Ça commence avec un petit 3, timide. 1, 2, oui. Et 3. Mais on commence avec prends-en de la graine. Ah, on commence direct dans le dur. La carte s'appelle diagnostiquer. Plus c'est tôt, mieux c'est. Oui. Oui, c'est... On parle bien du handicap. On parle bien du handicap. Oui, c'est extrêmement important parce que ça permet d'avoir un suivi derrière, que ce soit d'un point de vue médical, que ce soit en termes d'adaptation, notamment pour les personnes qui sont en âge de comprendre. C'est très dur de ne pas être compris, de voir qu'on a des douleurs et que malheureusement les personnes n'arrivent pas à poser quelque chose dessus. Donc non, c'est extrêmement important d'avoir un diagnostic. Toi, tu dis que tes parents ont joué le rôle très tôt aussi de vouloir que tu sois dans un milieu ordinaire. Donc on explique aussi à ceux qui nous écoutent, finalement il y a le milieu ordinaire, le milieu du quotidien, et puis il y a le milieu adapté. L'objectif, toi, c'était pour tes parents de rester dans un milieu ordinaire? Mes parents n'ont jamais vu comme une personne handicapée. Ils ont toujours tout fait pour que j'ai des adaptations, mais que je puisse avoir une scolarité classique. Et donc, ils ont eu du mal quand même parce que on est quand même au début des années 2000, donc c'était pas encore aussi accessible. Et puis, il faut le dire aussi, j'ai eu énormément de chance de rencontrer du personnel éducatif qui était là pour ça et qui a absolument tout fait pour que je sois comme les autres, en fait. Que je puisse avoir un diplôme comme les autres, même au sport, tu vois. J'étais dispensé, il était hors de question que je sois dans la salle de perm ou autre. J'allais avec eux, je participais à noter, à aménager les salles de cours, ce genre de choses. Et donc voilà, ils cherchaient vraiment à m'inclure au maximum. Donc j'ai eu la chance de rencontrer des personnes comme ça qui ont Ouais, c'est toujours ça. tout fait. Tu t'estimes chanceux finalement. Ah, je suis un privilégié, Parce qu'il y a quand même tous ceux qui n'ont pas cette chance. malheureusement. Et parce que trop tard ou on n'adapte pas suffisamment, c'est ça le problème? Il y a une méconnaissance, en fait. Il y a beaucoup qui, voilà, dès qu'ils voient un enfant handicapé, on se dit: «Ouh là là, ça va être compliqué» parce que, on pense qu'il va nous faire des crises ou parce qu'on va falloir adapter ses cours, ce genre de choses. Alors qu'aujourd'hui, tous les enfants n'ont pas besoin d'adaptation. Il y en a qui en ont besoin, des aides humaines qu'on a du mal à trouver, des aides financières aussi. Donc, le problème, c'est qu'on fait des généralités alors qu'en fait, tous les enfants n'ont pas besoin d'aide. Donc, j'espère que à terme, on va pousser pour que ces enfants soient le plus possible dans les écoles. J'ai l'impression que c'est le sens de l'histoire en ce moment d'ailleurs, d'adapter le milieu ordinaire plutôt que de mettre à part ce qui a été longtemps à la mode en fait. C'est ça. Et puis, moi, je pars du principe que la sensibilisation commence dès le plus jeune âge. Je vais te raconter une anecdote. J'ai jamais subi de discrimination, de moquerie, d'harcèlement. Alors pourtant, j'ai un handicap visible. J'ai des enfants qui se sont battus pour me pousser. Parce que maintenant, ils savent ce que c'est le handicap. Ils ont grandi avec moi. Donc, ils ne voient plus le handicap. Et j'ai appris des années d'après que certains ont travaillé dans le milieu du handicap. Et je pense que c'est essentiel d'essayer au maximum, quand c'est possible, parce que ça ne l'est pas toujours, d'intégrer au maximum parce que ces enfants, c'est les futurs décideurs, c'est les futurs politiciens, c'est les futurs chefs d'entreprise, ressources humaines. Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de les sensibiliser dès le plus jeune âge. Allez, je te laisse continuer. Mais on sent que tu as eu un entourage bienveillant, ça se sent énormément même dans les interviews que tu mènes. Et donc merci papa, maman et merci les profs aussi qui ont fait les kilomètres supplémentaires. Les profs, tout, voilà, les directions aussi, voilà, tout a été fait pour que je puisse. Et c'est vraiment, et c'est grâce à eux que j'en suis là. Merci à eux. Tu as fait un 6, cher ami. 6. Bon, ça compte pas double ici, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prends-en de la graine à nouveau. Ah. La carte s'appelle Mini-toi. Tu dis quoi à un jeune de 10 ans de moins que toi qui vit des moqueries et qui ne se sent pas accompagné? D'en parler.
Je pense que on est en pleine période, il faut, hein, c'est important de libérer la parole, d'en parler à ses proches, ne pas hésiter justement aussi, en disant que moi, je pense qu'ils ont accès à Internet, d'essayer de trouver des informations d'associations qui peuvent les accompagner. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui peuvent les accompagner et malheureusement, on n'a pas forcément accès à cette information-là. Donc, essayez de se renseigner au maximum sur les réseaux sociaux, sur les associations pour voir qui pourrait les aider. Mais il ne faut pas être tout seul, ne Être tout jamais être seul. tout seul et ne pas hésiter à en parler. Et je reparle d'un numéro qui sensibilise au harcèlement scolaire, le 3018, qui est une ligne qui permet d'être écouté aussi quand on est une personne victime de harcèlement scolaire, mais également les profs, tous ceux qui pourraient avoir envie ou besoin de conseils. C'est une ligne anonyme, gratuite, ouverte 7 jours sur 7, de 9h à 23h, donc 3018 pour ceux qui ont besoin aussi d'en parler. Il ne faut pas hésiter, franchement, c'est quelque chose d'important. Ne pas rester isolé, ne pas rester Exactement. seul. 5, Décidément. ce monsieur va aller très vite. Ah 1, oui. 2, 3, 4. 5. La carte s'appelle Antoine, un handicapé. C'est le nom de ton compte sur les réseaux sociaux. Comment est née ton envie de créer des contenus? Et ben justement, ça part de mon expérience, le fait que j'ai jamais côtoyé le monde du handicap. Au bout d'un moment, je suis arrivé, j'ai l'âge de 16-17 ans. Je veux pouvoir prendre mon envol avec mon permis. Sauf que je ne sais pas s'il y a des auto-écoles qui sont spécialisées ou autres. Je ne connais pas des personnes qui pourraient m'aider. Donc la première chose que j'ai faite, c'est d'aller sur les réseaux sociaux. Et j'ai constaté que malheureusement, il y avait énormément de personnes qui étaient comme moi dans un brouillard d'informations. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour les aider? Et je me dis, qu'est-ce que moi j'aime sur les réseaux sociaux? C'est consommer des informations, apprendre de nouvelles choses. Et je me dis, bah écoute, tu veux ouvrir un compte Twitter, tu vois ce que ça donne, tu vas partager un petit peu toute l'actualité, si ça plaît, et puis ça a pris, et puis non seulement ça a pris, et puis ça a permis d'aider des personnes, parce que ça leur a fait connaître des structures qui ont pu les accompagner derrière. Donc voilà un petit peu comment ça a commencé mon compte. Quelles questions reviennent tout le temps? Antoine, je viens d'être licencié pour inaptitude, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et je peux avoir 50 ans, j'ai un handicap, est-ce que je vais retrouver du travail? Ah oui, bien sûr, et c'est mon rôle après derrière d'être une sorte d'intermédiaire et de valoriser les entreprises adaptées, les faire connaître et elles ne connaissent pas en fait. C'est des personnes qui sont un petit peu désespérées malheureusement parce que, généralement le handicap leur tombe dessus et ils ne savent pas. Ça va être aussi des parents. Les parents, on parlait des instituts, ils peuvent pas aller à l'école parce que c'est bouché de partout Hmm. et on dit: «Qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants?» On aimerait bien qu'ils soient à l'école, on aimerait bien qu'ils apprennent des choses pour l'avenir, mais malheureusement, ils sont obligés d'être chez eux. Donc voilà, c'est un petit peu les questions qui reviennent et on sent que ça a encore du mal à évoluer. Donc c'est à la frontière entre mes droits en tant que personne en situation de handicap, mais aussi est-ce que je suis pas discriminé et qu'est-ce que je peux faire pour me battre pour mes C'est droits? ça, c'est ça, c'est exactement ça. Tu as dit les termes, c'est tout à fait ça. Allez, tu gagnes le droit de rejouer. Merci. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Ne te prends pas la tête. Baguette magique, c'est le nom de la carte. Tu changes quelque chose sur la situation de handicap en France? Quelle mesure, quelle décision, quelle action? Ouais, on va dire que je rends obligatoire l'accessibilité parce que pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. Et qu'on a négligé pendant des années? La loi date de 2005 hein, quand même, hein, donc ça va bientôt faire 20 ans. Est-ce qu'on a vu des évolutions? Oui, mais pas assez. Et je pense que l'accessibilité, pour moi, c'est tout. C'est l'emploi, c'est au transport, c'est à la culture. Et puis, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que l'accessibilité, c'est pas uniquement les personnes handicapées. C'est ça. C'est l'ensemble de la population. Ça va être des parents avec leurs poussettes, des femmes enceintes, ça va être des personnes qui vont se casser une patte. Les seniors? Les seniors, on va vers une population qui est de plus en plus vieillissante. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience de la part des pouvoirs publics, mais aussi des entreprises, que l'accessibilité, ça nous concerne tout le monde. On parle souvent du rôle de l'État, mais on parle moins de l'entreprise aussi. Tiens, je refais la devanture de mon restaurant, je rajoute une marche, et puis je pense après qu'en fait, j'aurais peut-être dû faire une Ouais. rampe ou quelque chose. Je fais une terrasse sur les trottoirs, donc les personnes Oui, handicapées sont obligées d'aller sur la route pour pouvoir passer et manger. exactement. C'est une préoccupation du quotidien et c'est encore Non. accessoire. Non, non, parce que la problématique de ces personnes, c'est qu'elles ne pensent pas que ces personnes-là puissent venir dans leurs établissements. Oui. Ça peut devenir des clients, en fait. Qui dit personne handicapée se dit reste chez soi et ne participe pas à venir manger un bout et ce genre de choses. Et je pense que voilà, c'est des évolutions qu'il faut mettre en œuvre pour montrer que bah, on a le droit aussi d'aller au restaurant comme tout le monde et de pouvoir accéder à ses loisirs. Dans les dernières mesures qui ont été annoncées sur l'accessibilité, c'est plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros qui ont été débloqués par l'État. Et on voit qu'il y a peu d'entreprises qui font l'effort d'adapter. Tu sais pourquoi? Moi, je ne comprends pas ce paradoxe-là. Est-ce qu'elles ont accès à l'information qu'il y a des moyens qui ont été pris? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Voilà, je fais toujours attention avec les effets d'annonce. Je suis pas sûr qu'il y ait réellement d'entreprises qui sont au courant de ça. À travers mon activité, je vois quand même que ça évolue.
qu'il y a vraiment des entreprises qui essayent de mettre des choses en place, l'accessibilité. Des fois, c'est pas possible pour X raisons. On a un paradoxe en France où on a quand même une loi de 2005, mais on passe de bâtiments historiques. Mm. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de les toucher. Alors, dès qu'il y a une démarche, on ne peut pas mettre une rampe Ouais. parce que c'est un bâtiment historique. C'est quand même le comble. Et il y a beaucoup de bâtiments comme ça qui sont classés historiques. C'est ça, on a Et beaucoup de bâtiments historiques. Donc, il c'est faudrait quand même dommage. faire un effort. Exactement. Allez, cher ami, on continue. Mais l'accès à l'information reste assez central et d'où l'intérêt aussi de ton rôle en tant que créateur de contenu. Faire connaître les droits, C'est faire ça. connaître les devoirs aussi. Et puis, à l'inverse aussi, c'est aussi faire connaître des entreprises adaptées, les valoriser. Parce qu'elles font un travail incroyable d'inclusion aussi. Ouais. Et surtout, elles laissent personne de côté. Et je pense que c'est important aussi dans les deux sens de créer des ponts entre ces entreprises, ces institutions et les personnes handicapées. Et les Complètement. aidants aussi, parce qu'il ne faut pas oublier les Les aidants. aidants, n'oublions pas les aidants, C'est ça. qui jouent un rôle essentiel. Un, 1, 2, 3, 3, 4, 5. Prends pas la mouche. Ah, bah tu vois, c'est dans la lignée de ce qu'on se raconte. La carte s'appelle « C'est compliqué ». C'est souvent ce que dit un dirigeant d'entreprise qui n'a pas envie de recruter quelqu'un de différent. Qu'est-ce que tu lui réponds? Est-ce que ça t'agace? Oui, oui, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus aucune excuse. Avant, on se disait, oh là là, alors je vais un peu dans le cliché, on va avoir une personne à mobilité réduite, voilà, celui-là, il va nous coûter cher. Il va nous coûter cher en équipement, en adaptation, ce genre de choses, et je ne vais pas avoir le temps, ni les moyens, ni le temps nécessaire pour faire les dossiers, les demandes. C'est Aujourd'hui, encore des choses que tu entends ah aujourd'hui, oui, oui, régulièrement? régulièrement. Et quand tu leur demandes, mais vous savez que vous pouvez vous faire accompagner. Ah bon? Par qui? On revient toujours à la même chose, le manque d'information. Et Aujourd'hui, préjugés alors aussi. préjugés aussi. Et aujourd'hui, voilà, il y a des associations, des entreprises qui peuvent les accompagner dans le processus de recrutement des travailleurs handicapés, dans la sensibilisation, dans l'aménagement du poste de travail. Voilà, il y a plein de trucs. Et donc, il n'y a plus vraiment d'excuses pour ça. Plus d'excuses. Et tu parlais d'entreprise adaptée. C'est quoi une entreprise adaptée? Alors, une entreprise adaptée, ça va être un petit peu l'inverse d'une entreprise classique. C'est-à-dire que l'entreprise classique, elle a un taux. Alors, je ne veux pas dire de bêtises parce que je veux dire des bêtises. Alors que comment dire, l'inverse, l'entreprise adaptée, elle doit avoir 70 à 80% de leur personnel qui ont une RQTH, donc une reconnaissance qualité de travailleur handicapé. Mais c'est du milieu ordinaire. Elles vont travailler comme tout le monde, sauf que leur handicap va être pris en compte. Elles vont avoir une infirmière, une psychologue. Voilà, donc il va y avoir un épanouissement vis-à-vis de ça. Donc ça veut dire que l'entreprise a adapté tout son milieu C'est ça. professionnel pour que des personnes en situation de handicap, peu importe la typologie de handicap, se sentent complètement Et ils vont écouter les besoins aussi, incluses. parce que c'est important d'écouter les besoins. Parce Les que besoins. tu peux avoir une personne handicapée qui a le même handicap, mais qui n'ont pas forcément le même besoin. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre le temps de les écouter et voir comment on peut adapter pour qu'elles se sentent épanouies au travail. L'entreprise du 21e siècle, c'est une entreprise adaptée? Il faut un mix des deux. Je pense que c'est important aussi que les entreprises classiques jouent aussi ce jeu d'inclusion. Parce que c'est pas bon de tout parquer Oui, c'est les ça. personnes. Effectivement, tu as des personnes qui vont être plutôt rassurées d'être dans des milieux comment dire, adaptés. Parce que bah, voilà, leur handicap ne leur permet pas d'être dans le milieu classique. Alors que d'autres aimeraient pouvoir l'être. Donc je pense que les deux peuvent cohabiter largement. Un entre-deux, ça me va bien. Exactement. Et surtout, comment on adapte le milieu ordinaire, ce qui est une préoccupation première. C'est-à-dire, finalement, peut-être un message que tu as envie de faire passer aussi aux dirigeantes et dirigeants d'entreprise, de dire, c'est à vous de vous adapter. Parce que la société actuelle, elle demande à être adaptée. On C'est parle ça. d'une personne sur 5 qui est concernée par le handicap, Et- la population vieillit, Et- etc. Tu parlais des directeurs, tout ça. Je suis sûr que dans leur personnel, il y a des personnes handicapées, ils ne le savent même pas. Oui, bien sûr. Parce qu'elles ont peur. Toujours Alors, la peur d'être victime de préjugés ou exactement, d'être dégradé dans sa carrière. de plus avancer même, de plus pouvoir augmenter, ne plus avoir d'augmentation de salaire, ne plus avoir accès à des postes importants parce qu'elles sont catégorisées personnes handicapées. Alors qu'elles ont largement le niveau, les compétences. Jugeons par les compétences. C'est ça, exactement. 1, 2, 3, 4. Prends-en de la graine. Décidément, on va apprendre plein de choses avec toi. Mais j'avais pas de doute. T'avais pas de doute non plus. Non plus, je te fais confiance. La carte s'appelle rôle modèle. La personnalité qui t'inspire le plus sur les enjeux d'inclusion. Je vais faire pleurer, mais ça va être mes parents. Franchement, ça va être mes parents, vraiment. Parce que bah, très vite, on est au début des années 90, le handicap est encore tabou. Des fois même, c'est un peu honte d'avoir un enfant handicapé. Et eux, ça n'a pas été du tout le cas. Ils se sont battus pour, comme je te disais, que je puisse avoir une voiture, que je puisse avoir une scolarité, mon propre logement, ce genre de choses. Et c'est eux voilà, qui m'ont donné envie justement de pouvoir aider d'autres personnes. On sent des personnes bienveillantes et vaillantes aussi. Oui, oui, elles sont... Elles sont engagées sur ces sujets ou au-delà de toi aussi, elles revendiquent quelque chose, elles ont envie de faire changer certaines situations. Bah forcément, quand tu es, un enfant handicapé, voilà, tu as envie que tous les autres. Moi, j'ai fait du handisport pendant longtemps. Ils étaient bénévoles.
Voilà, je faisais des étapes, donc ils faisaient l'arbitre et ce genre de choses. Et c'est là qu'ils ont réalisé vraiment, parce que comme je te disais, moi, j'ai jamais côtoyé le handicap, donc ils ne connaissaient pas trop. Et à travers justement ces échanges, ils ont vu que il y avait beaucoup de choses à faire. Et eux aussi participent à leur manière à pouvoir aider ça en parlant entre eux. Tu vois, je te prends un exemple. Ma maman, elle travaille dans la grande distribution. Elle était persuadée d'avoir un enfant handicapé et de connaître ces sujets-là. Elle a une collègue qui n'était pas spécialement bien dans sa peau et qui s'absentait beaucoup. Et donc, ça les mettait un petit peu en porte-à-faux parce que il y a le travail et donc tu es obligé de faire leur travail. Et un jour, cette personne a pris la parole avec ses collègues et en fin de compte, elle est maman d'un enfant autiste. Et donc, quand elle s'absente, c'est parce que son enfant a des crises et qu'elle peut que les gérer. Et là, ma maman a compris que, en fait, le handicap, c'est complètement différent. Et donc, du coup, il y a une solidarité qui s'est créée grâce à ça, justement, et elle participe à ça. L'écoute, l'entraide. C'est important, surtout dans une société en ce moment. Ouais. Je pense qu'on a vraiment besoin de bienveillance, d'entraide, parce que c'est que comme ça qu'on rend les choses humaines. Et qu'on permet à certains de prendre leur place, même si ça leur est peut-être pas au départ promis. Exactement, exactement. Et puis, c'est important que chacun puisse avoir la liberté de pouvoir ce qu'ils ont envie de faire et d'avoir accès surtout. C'est surtout ça le plus important, c'est d'avoir accès. Avoir accès. Allez, je te laisse poursuivre, cher Antoine. Parce que l'ascenseur est souvent bloqué. Oui, l'ascenseur est... Un ascenseur bloqué? Bon, c'est une légende, je suis sûr. Puis on parle pas du tout de ça ici. Non. Maladie rare, c'est le nom de la carte. On n'en parle pas assez? Trop peu. Trop peu, parce que... Tu dis, toi, avoir été... Alors, moi, je m'appelle... Donc, j'ai une maladie qui s'appelle le syndrome des épiphyses ponctuées. Il y a 15 ans de ça, j'étais le seul cas en France. Nous étions une vingtaine dans le monde recensé. Je savais bien qu'on avait un VIP avec nous. On m'appelait le loup blanc à l'hôpital. Le loup blanc? Le loup blanc. Et ils avaient peur de toi? Non, mais parce que dès qu'ils me voyaient, ils ne savaient pas quoi faire de moi parce qu'ils ne connaissaient pas. Les maladies rares, tu n'as rien, tu n'as pas d'informations. Ouais, c'est ça. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu ne sais pas. Tu n'as pas de modèle comment ton enfant va vieillir. Voilà, c'est stressant pour les parents. Mais c'est important de libérer la parole. C'est important aussi de la recherche. Important, on est en plein en ce moment, voilà, c'est important tu parlais d'errance médicale. Pareil, il faut investir dans la recherche pour justement éviter que ces enfants soient mis de côté. Et puis qu'on puisse plus facilement identifier des cas rares, parce que qui dit rare dit pas inexistant. Et pouvoir les soigner derrière. Ouais. Parce que justement, dès qu'on a trouvé justement le diagnostic, la maladie, on peut trouver des médicaments, voilà, des solutions qui vont éviter que parfois la maladie s'installe. Exactement. Ouais. Et puis on est en 2024, on a quand même maintenant beaucoup de bases médicales, oui. Mais il y a encore des belles surprises. Mais il y a encore du trajet. Allez, Exactement. Je te laisse continuer. Hop. Le trajet d'ailleurs. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prends soin de nous encore, décidément. La citation que tu préfères sur le handicap? Le handicap n'est pas contagieux, l'ignorance, oui. C'est vrai qu'elle est puissante, cette citation. C'est qu'en fait, on pourra résoudre tous les problèmes de discrimination quand on aura accumulé un certain nombre de personnes sachantes ou informées ou éclairées sur ces sujets. Justement, on a tous des préjugés. Mais pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas, en fait. Et il n'y a pas de honte de ne pas savoir. Au contraire, ce qui est honte, c'est ne pas vouloir savoir. Oui. Et je pense que c'est important de s'intéresser, d'échanger sur ces sujets. Et justement, le handicap, on se rend compte qu'on parle très peu. Dans les médias traditionnels, on parle très peu. Et justement, les réseaux sociaux nous permettent ça, de nous offrir cette plateforme pour qu'on puisse sensibiliser sur ces sujets-là. Complètement. Bien dit. Allez, il reste 2 cases. Ouais, 2 cases. Et 4. 1, 2, 3, 4. Et donc, ça veut dire que je peux lancer le jingle. Antoine, t'es arrivé. Et il restait encore plein de questions. On n'en a pas eu tant que ça, remarque. Hein. Non, c'est vrai. J'ai fait des scores assez... 8 cartes. Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui dans ton parcours de créateur de contenu? Parce qu'aujourd'hui, c'est ton métier. Tu informes les gens sur les réseaux, sur le handicap. Est-ce que tu estimes y avoir pris ta place? Complètement. Tu vois, je vais te donner un exemple. Je ne fais rien d'exceptionnel. Mais il y a des personnes qui s'arrêtent et qui me disent merci d'en parler. Grâce à vous, j'ai appris des choses. Ça a pu m'aider dans ma vie quotidienne. Tu te dis, mais c'est un impact. C'est pas tout seul dans son coin, les réseaux sociaux. Ça peut vraiment avoir un impact sur la vie des gens. Donc, j'espère en tout cas y contribuer. Tu y contribues à merveille. Je te remercie 1000 fois, Antoine, d'avoir accepté de jouer avec moi, prends ta place. Continue à faire ce que tu fais, continue à nous inspirer, continue à nous informer parce qu'on l'a vu, l'information, c'est la base. Exactement. Et si vous avez un doute, pour voir si c'est vraiment quali, c'est Antoine un handicapé sur LinkedIn, sur Insta, sur Twitter. Partout. Partout. TikTok, allez, on y va. Merci, on peut l'applaudir bien fort. Merci.